Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. On retourne au milieu du XXe siècle, à une époque où des chercheurs ont commencé à explorer un monde totalement invisible, celui des virus qui se cachent dans notre eau. Et on va voir que ce qu'ils ont découvert à l'époque, eh bien ça résonne encore très fort aujourd'hui. Juste pour se remettre dans le bain, un virus, c'est quoi exactement? En fait, c'est un peu le pirate ultime du monde cellulaire. Tout seul, il ne peut rien faire, il est inerte. Il a absolument besoin d'une cellule vivante pour la pirater, pour détourner sa machinerie et l'obliger à fabriquer des milliers de copies de lui-même. Une fois que c'est fait, la cellule éclate et libère une véritable armée de nouveaux virus. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la question que les scientifiques se sont posées. D'accord? Ces virus sont des envahisseurs, mais une fois qu'ils sont relâchés dans une rivière, dans un lac, que se passe-t-il? Comment survivent-ils? C'est vraiment le début de l'enquête. Et comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est d'identifier les suspects. Qui sont les coupables potentiels? Les virologues ont dû se pencher sur les eaux usées pour essayer de dresser un portrait robot des virus qui posaient le plus de problèmes. Et voici les principaux gangs qu'ils ont identifiés. Parmi eux, il y a une famille qui a tout de suite attiré l'attention, les picornavirus, et plus particulièrement le groupe des entérovirus. Leur nom, entéro, ça veut dire intestin, c'est logique, c'est là qu'ils se multiplient. C'est la famille de la polio, par exemple. Ce sont eux les suspects numéro 1. Bon, on a nos suspects, mais là, un autre problème se pose, et il est de taille. Comment est-ce qu'on compte quelque chose qu'on ne peut même pas voir au microscope classique? C'était un vrai casse-tête technique pour les scientifiques de l'époque. Et pour le résoudre, ils ont développé 2 méthodes super ingénieuses. La première, la technique des tubes. C'est une mesure indirecte. On dilue l'échantillon d'eau et on regarde à quel moment le virus n'est plus assez concentré pour infecter des cellules en culture. Ça donne une idée de sa puissance infectieuse. La deuxième méthode, la technique des plages, elle, est beaucoup plus directe. On compte physiquement les virus, un par un, en observant les dégâts qu'ils causent. Alors, comment ça marche, cette fameuse technique des plages? C'est fascinant de simplicité. Imaginez un tapis de cellules, une sorte de pelouse bien verte. On dépose une goutte d'eau avec des virus dessus. Puis, on recouvre le tout d'une sorte de gelée. Un virus va alors infecter une cellule, s'y multiplier et détruire les cellules juste à côté. Mais la gelée l'empêche d'aller plus loin. Le résultat, ça crée un petit trou visible, une zone morte dans la pelouse de cellules. Chaque trou, ou plage, correspond à un virus au départ. Il suffit de compter les trous. C'est brillant. Avec ces outils en main, les chercheurs ont enfin pu faire ce qui était impossible avant, un véritable recensement de la population virale dans l'eau. Et les résultats, eh bien, ils ont été pour le moins surprenants. Ils ont révélé des densités de population virale assez hallucinantes. Et le premier chiffre est saisissant. Dans la matière fécale humaine, qui est la source principale de contamination, on estime qu'il y a un entérovirus pour 65 000 bactéries coliformes. Les coliformes, ce sont les bactéries qu'on utilise comme indicateur de pollution. Ça veut dire qu'à la source, les bactéries sont présentes en nombre écrasant par rapport au virus. Ce graphique montre bien ce qui se passe ensuite. Dans les égouts, la concentration virale est encore très haute, on parle de 700 unités pour 100 millilitres. Mais dès que ces eaux sont rejetées dans une rivière, la dilution est massive et la concentration s'effondre. Le problème, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'il ne faut qu'une toute petite quantité de virus pour déclencher une maladie. Mais attention, l'histoire n'est pas si simple. Ce fameux ratio virus vers bactéries, il n'est pas du tout constant. Regardez la différence incroyable entre les études menées aux États-Unis et en Israël à l'époque. On passe d'un virus pour 92 000 bactéries à un virus pour 10 millions de bactéries. C'est un écart gigantesque qui montre que le climat, les habitudes, plein de facteurs locaux peuvent tout changer. Tout ça nous amène à la question la plus critique, la plus importante, celle de la survie. Une fois dans l'environnement, ces virus sont-ils de bons survivants? Et surtout, est-ce que les stations d'épuration sont vraiment capables de s'en débarrasser? Cette citation d'une étude de 1963 a été une véritable bombe. Elle disait, en substance, que même une eau parfaitement traitée, chlorée, qui passait tous les tests sanitaires de l'époque, pouvait encore contenir des virus de la polio bien vivants. C'était la preuve que les indicateurs bactériens classiques ne suffisaient pas. Une eau pouvait être considérée propre du point de vue bactérien, mais rester contaminée par des virus. Et ce n'était pas un cas isolé. Regardez ces données d'une station du Michigan. Avant traitement, presque un tiers des échantillons d'eau contenaient des virus. Après traitement, ce chiffre tombe à moins de 10%. C'est bien, la réduction est énorme, c'est certain. Mais ce n'est pas zéro. Il en reste. Le risque n'est pas totalement éliminé. Et voici pourquoi il en reste. C'est peut-être le point le plus important de toute cette histoire. Des expériences ont comparé le temps de survie des virus et des bactéries indicatrices. Le résultat est sans appel.
À 28 degrés, il faut 12 jours pour éliminer la bactérie E. coli. Pour le virus de la polio, il en faut 17. Et pour l'écovirus 7, 28 jours. C'est plus du double. C'est la preuve que les virus sont beaucoup, beaucoup plus résistants que les bactéries censées nous alerter de leur présence. Et si ça ne suffisait pas, leur résistance est encore plus forte dans l'eau froide. Ce même échovirus qui mettait 28 jours à disparaître en eau tempérée, il lui faut 130 jours pour être éliminé dans une eau à 4 degrés. 130 jours. Ça fait plus de 4 mois. Ça donne une idée de leur incroyable ténacité, surtout en hiver. Au final, ces recherches pionnières ont complètement changé notre vision des choses. Elles ont révélé l'existence d'un ennemi invisible, bien plus présent et bien plus coriace qu'on ne l'imaginait. Alors la question qui se pose et qui est toujours d'actualité, c'est si ces virus étaient déjà si redoutables il y a des décennies avec les technologies de l'époque, quel défi est-ce qu'ils représentent pour la sécurité de notre eau aujourd'hui ?